du jour au lendemain, tout le monde est venu critique gastronomique. Hein. Le gars qui avait regardé Top Chef la veille, le lendemain, il allait et il commentait en direct avec une vidéo Gourmand, sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et c'est malin, c'est croquant, c'est gourmand. Merci pour votre écoute. Retrouvez nos photographies et écrits sur raconte.media ainsi que sur nos réseaux sociaux. Raconte est une création originale d'Anthony Dehaye et Michel Bourgeois, du studio DB Création, spécialisé en design de marque et photographie. Vous avez apprécié cette rencontre? Partagez-la sur vos réseaux sociaux et laissez-nous une note sur votre plateforme préférée. Cela contribue réellement à la visibilité de Raconte. Une suggestion d'invité? Écrivez-nous. Raconte, la rencontre. On a bien mangé. Hein. On devait commencer à 14h. C'est ça. Il doit être autour de 16h15. C'est ça. On vit bien avec toi. C'est le but, hein. J'espère. Mais justement, qui es-tu? Un bon vivant. Et il s'appelle comment ce bon vivant? Philippe Limbourg. J'ai 51 ans. Je suis père de 3 filles magnifiques. Julie 21, Zoé 18 et Alice 9 ans. Et pour donner un peu de contexte, aujourd'hui on se voit dans quel cadre? On sort de table, mais peut-être pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent pour donner un peu une idée. Où est-ce qu'on est? On est dans une ferme classée du XVIe siècle aux portes de Bruxelles, dans laquelle on a un antre de l'épicurisme, puisqu'on est chez Gueuleton, à Woluwe, où on allie le plaisir de la table dans l'assiette et dans le verre, avec le côté bon vivant, donc l'expérience attablée, pas juste pour venir manger, mais passer du bon temps à table. On devine d'ailleurs en arrière-plan qu'on passe du bon temps à table parce que, comme on disait, il est plus ou moins 16h15 et il y a encore des gens, ils n'ont pas fini. Non. Ça se fait bien chez toi en fait. Oui, l'idée c'est vraiment d'offrir une expérience et un lieu où les gens qui aiment bien manger et bien boire ne soient pas chassés à 15h parce qu'on a fini le service. Mais tout ça, c'est un peu ta dernière vie, si je puis dire, enfin, la vie la plus récente qu'on te connaît, pour laquelle on te connaît. Mais il y a eu beaucoup d'autres choses avant. Oui, j'espère que c'est pas la dernière d'ailleurs, mais... Il y a déjà une suivante qui est programmée ou pas encore? Non, mais je ne veux pas me dire que c'est la dernière, mais en tout cas, c'est celle qui me plaît beaucoup pour l'instant et pour laquelle j'ai aucun regret. Et je suis ravi de la vivre dans tous les sens du terme. Et puis voilà, mais effectivement, il y a eu pas mal de vie avant. Ouais. On va y revenir. Écoute, je te propose de partir depuis le tout début. Tu viens d'où à la base? Alors, mes origines sont multiples puisque je suis un vrai Belge, avec un grand-père maternel qui était d'origine de Malines, qui a épousé une Alsacienne, et les parents de mon papa étaient d'origine des cantons de l'Est. Donc, on a effectivement un beau grand écart entre la Flandre et les cantons de l'Est en passant par l'Alsace. Donc il y a effectivement des origines 100% multiples. Les derniers qui en s'en vont, ils sont contents. Voilà, tout à fait. Et puis sinon j'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence à la Hulpe, Brabant wallon. Dans le sud de Bruxelles. Exactement. Avec des études, une scolarité à Bruxelles, et puis... T'étais bon élève? Non. Pas du tout? C'était pas vraiment ma tasse de thé. T'aimais pas en fait, ou t'y allais pas? Si, mais donc j'étais déjà quelqu'un qui s'est impliqué dans plein d'autres choses, sauf les études. Et c'était quoi ces choses? Oh, j'ai été délégué de cours, j'ai été acteur de théâtre, et puis une fois que je suis arrivé à l'UNIF, j'étais rédacteur en chef d'un journal, le NIF, j'étais auteur, acteur, metteur en scène à la revue de la fac de droit, parce que j'ai fait des études de droit par la suite. Et donc oui, j'ai fait toujours plein de choses, mais à côté des études. C'est marrant parce que ce que tu viens de dire là, je ignorais, donc je viens vraiment d'apprendre. Et il y a déjà un peu des graines finalement de ce qui s'est passé plus tard. Ah, complètement. Et quand on me dit, mais tiens,
ton parcours finalement, comment est-ce qu'il a été orienté, mais je me dis que finalement, pourquoi est-ce que j'ai fait le droit? C'est parce qu'en deuxième primaire, on avait un quart d'heure de temps libre, et Madame Jean Fils, à l'époque, dit, bah, tiens, vous avez un quart d'heure, vous faites un dessin. Et moi, dessin, c'était pas vraiment mon truc, et donc je commence à écrire. Et je chipote sur ma feuille, etc. Et j'ai écrit quelques rimes, donc qui étaient du style au-dessus du feu, mon salon est bleu, au-dessus de l'armoire il devient noir, donc mon salon a des yeux. Voilà, ça c'était en quelques lignes mon premier poème. J'avais donc 8 ans à l'époque. Et de là, évidemment, j'ai dû faire le tour de l'école avec mon magnifique poème, et puis le tour de la famille, et de là, évidemment, est venu le constat de la grand-mère en disant, il aime bien parler, bien écrire, donc il sera avocat. Deuxième primaire, voilà. Pragmatique, la grand-mère. Voilà. Sauf que quelques années plus tard, les humanités étant là, avec un petit trébuchage systématique, avec une seconde systématique en septembre, j'aurais dû me rendre compte que bien parler, bien écrire, c'est aussi, en tant qu'avocat, bien étudier. Et ça, c'était pas vraiment dans ma nature. Et donc, j'ai commencé les études de droit. Et par la suite, les hasards de la vie m'ont amené à travailler dans la communication. Et c'est là que j'ai démarré ma carrière. Je suis toujours, depuis 25 ans, en partie dans la communication. Et, c'était ton premier job? Et c'était effectivement... Alors, mon premier job... non, parce que mon premier job, c'était quand j'étais encore à l'UNIF. J'ai travaillé en agence de voyage et on montait des groupes étudiants pour aller au sport d'hiver. J'étais responsable des sports d'hiver à l'agence de voyage, puis j'accompagnais des groupes. J'avais jusque 600 étudiants à Val Thorens et puis aux Arcs quand j'étais responsable de station. Et puis voilà. Et puis j'étais chef louveteau, très impliqué dans le mouvement de jeunesse depuis l'âge de 6 ans jusqu'à mes 27 ans. Et par là, j'ai rencontré celui qui a été mon premier patron, puisque c'était le papa de deux de mes louvettes, parce que j'étais chef à Yakela louveteau. Et lui, il avait un bureau de traduction. Et c'est lui qui a clairement donné plusieurs impacts à ma vie. Le premier, c'est qu'il m'a donné un élan par rapport à la communication que je n'avais pas en sortant des études de droit et de sciences politiques. Puisque j'ai terminé en licence en relations internationales en sciences politiques à Louvain-la-Neuve. Il y a pire quand même. Oui, mais bon, c'était... et ça, je remercie tous les jours mes parents, parce qu'ils ont été très patients, parce que j'ai mis 7 ans pour faire 4 ans d'études, donc comme je te le disais, les études, c'était pas ma priorité. Il a fait un bon observateur. Mais j'ai eu 1000 vies à côté, effectivement. Donc déjà à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir une richesse, et ça c'est grâce à mes parents, une richesse de rencontres, et d'expérience que tu as rarement. Et puis, par les moments de jeunesse, j'ai été amené à mon premier emploi, où à la base, il me dit, écoute, tu finis ton mémoire, moi j'ai une de mes employées qui part en congé de maternité, tu viendrais bien la remplacer 3 mois. Et j'ai travaillé là chez lui et je suis resté 3 ans et demi. Et en 3 ans et demi, j'ai découvert le métier alors c'était un bureau de traduction, mais j'ai découvert qu'effectivement, toute la partie rédaction, c'était vraiment... quelque chose qui me passionnait. Et donc, je faisais de la relecture, de la réécriture, des corrections de traduction, d'adaptation. C'était quel genre de traduction de texte, en fait? Alors, j'avais un portefeuille de clients, donc on était plusieurs dans le bureau, et donc chacun avait des typologies de clients. Moi, je travaillais beaucoup pour des agences de relations presse, surtout dans l'informatique, et des sociétés d'événements. Et donc, je traduisais des sites internet, je faisais traduire, et puis je repassais dessus, sur le français notamment. Les communiqués de presse beaucoup. Donc, c'était très intéressant, et là je me suis rendu compte que la communication, en fait, c'était aussi parler et écrire, mais peut-être que j'aurais dû passer par là tout de suite, avant d'attaquer les études de droit. Mais bon, à l'époque, l'UNIF, c'était important. C'était à quelle époque? Donc, écoute, j'ai commencé l'UNIF en 92, donc ça remonte. Après l'écriture vient la nourriture. Alors ça, c'est le deuxième impact que Philippe a eu. Il s'appelait Philippe aussi, mon premier patron.
Philippe est un grand épicurien, et donc on s'est très vite entendu. Et donc j'ai commencé comme babysitter chez lui, où il me payait mes babysites en bouteilles de vin, parce qu'il avait découvert que je m'intéressais de plus en plus à ça. Au vin ou aux enfants non, au vin surtout. T'avais quel âge? T'étais ado en fait? Quand j'ai commencé comme babysitter chez lui, j'avais 18, 19, ouais. Jeune adulte. Ouais. Et puis quand j'ai commencé à travailler chez lui, de temps en temps, le midi, on allait manger. Toujours la même adresse, chez Serge, l'Échalote, à Genneval. Aussi un puriste, parfois extrémiste, sur les produits. Et j'ai découvert chez lui, justement, le fait qu'une assiette, il n'y a pas besoin de 25 produits dedans pour qu'elle soit juste bonne, mais que ça te donne juste envie de revenir. Et donc, effectivement, il avait des produits magnifiques. C'est un gars qui avait eu aussi 1000 vies. Il avait été dans les légionnaires, il avait été chauffeur de car. Et puis la nuit, quand il n'arrivait pas à dormir, passé une certaine heure, il se levait, il prenait sa voiture, il allait à Rungis. Il faisait l'aller-retour. À l'époque, on n'avait pas les autoroutes qu'on a aujourd'hui. Donc depuis Genneval, qui est dans le sud de Bruxelles, jusqu'à Rungis, au sud de Paris. Exactement. 3-4 heures. Voilà, il allait chercher quelques produits et puis il revenait, il était content. Et du coup, nous aussi. Donc c'est avec lui que j'ai découvert les anchois de Collioure, c'est avec lui que j'ai découvert la crème de Normandie qui faisait sur des fraises qui étaient juste à tomber par terre. Et puis voilà, on a plein de le taleggio sur un petit toast aux échalotes avec un peu de miel. Et voilà, c'était il y a 30 ans, mais je m'en souviens comme si c'était hier, quoi. Le côté épicurien, bonne table et tout ça, c'était déjà présent dans la famille ou c'est venu effectivement au moment dont tu viens de parler? Alors, chez Limbourg, dans le foyer Limbourg, on était dans la cuisine fonctionnelle parce que maman travaillait tôt et tard, donc on était les premiers à la garderie, on était les derniers à la garderie. Vous faisiez quoi tes parents? Maman était assistante ingénieure dans une société qui est devenue aujourd'hui Elia. Et mon papa travaillait comme responsable du portefeuille d'assurance, d'abord dans une société de construction et puis chez un courtier en assurance. Et donc tous les deux travaillaient à Bruxelles, donc à l'époque c'était départ 7h30, retour 6h30. Donc voilà, et donc le soir c'était vite on fait à manger, quoi. Donc une petite tartine. Voilà. Mais par contre du côté de ma grand-mère, on avait la grand-mère alsacienne, le gigot du dimanche, on l'a eu quelques fois. Et de l'autre côté, dans les cantons de l'Est, les milieux de la chasse, les chevreuils et autres, on en a eu quelques-uns. Et donc ça c'est vrai que et puis ils étaient et chez mon père et chez ma mère, ils étaient 5 frères et sœurs chaque fois. Donc les fêtes de famille, c'était souvent autour d'une table. Et donc il y avait ce côté-là quand même qui était un petit peu inné, indirectement. Quand tu découvres, on vient de dire, avec ton premier patron, tout ce monde de la gastronomie, est-ce que c'est une sorte de bouleversement pour toi? Non, mais c'est quelque chose dans lequel je me... Tu en avais connaissance ou pas vraiment? Tu savais juste que ça existait, mais t'étais assez éloigné de ça. À cet âge-là, tu prends pas conscience vraiment tu sais, à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, et quand je commence vraiment à me rendre compte que j'aime bien manger et puis que je m'intéresse quand même un peu au vin aussi. Donc ma grand-mère faisait un cake magnifique, elle faisait un pâté maison avec des restes de pain juste dingue. Et puis je commence vraiment à prendre conscience que les produits, les choses comme ça, j'aime beaucoup. Et lorsque j'ai commencé à travailler, on habitait un tout petit appartement. Ça me rendait dingue parce que en cuisinant, je me retournais, je me prenais le coude dans la porte du frigo, qui était toute petite. Et donc déjà à l'époque, le midi, on allait manger plusieurs fois par semaine avec le patron. Et de temps en temps le soir, je disais à madame, parce que du coup j'avais appris à repérer les bonnes adresses où tu ne faisais pas non plus déchirer le portefeuille, mais où tu pouvais te faire plaisir simplement. Et donc le soir, on allait manger régulièrement déjà à l'époque avec madame. Et c'est comme ça que quelques années plus tard, quand je me suis retrouvé indépendant comme rédacteur et traducteur, je faisais de l'impro.
j'étais dans une équipe d'impro, parce que j'ai commencé ça aussi par la suite. Et un jour, j'ai Véronique, une copine qui faisait de l'impro avec moi, qui est traductrice, qui m'a dit, mais Philippe, toi t'aimes bien tout ce qui est nourriture, vin, etc. Elle dit, écoute, tu fais la traduction? Je dis, oui, traduit anglais, néerlandais vers le français. Mais écoute, j'ai un client, là, je m'en sors plus. C'est compliqué. Est-ce que tu veux pas regarder, si tu peux pas reprendre le client? Et c'était les textes qu'il fallait traduire pour le premier guide Go-Mio Benelux. Puisqu'à l'époque, le guide Go-Mio, c'était un encart dans le guide France. Et puis là, il y avait une équipe belge qui s'était constituée, et il y avait un nouveau comité de rédaction, et voilà. Et donc peut-être pour contextualiser, le Go-Mio, c'est quoi? Le guide Go-Mio, c'est un guide gastronomique. Pour faire simple, souvent on dit c'est un peu comme le Michelin, mais en mieux sans doute. J'ai sans doute dû l'entendre souvent, ça. Voilà. Et donc en fait, qui a été créé par Henri Gault et Christian Millot au début des années 70. C'était deux journalistes qui voulaient justement identifier des adresses avec ce qu'ils ont appelé la nouvelle cuisine. La fameuse nouvelle cuisine. Voilà. Donc c'était vraiment sortir de la cuisine lourde, crème, beurre. Alors que j'adore le beurre, la crème c'est elle qui m'aime moins, mais c'est pas grave. Mais j'adore Mais à l'époque c'était la cuisine où au bout du 6e plat, tu n'en pouvais plus. Aujourd'hui, tu peux manger 20 plats. Il n'y a pas de souci. Tout dépend du plat. Et c'est ce qu'ils avaient envie de mettre en avant, c'est que d'identifier justement des acteurs qui faisaient évoluer les codes sans déranger et tout en travaillant de manière qualitative. Et donc, ils ont commencé avec le guide Go-Mio. À l'époque, ils avaient une plume qui était un petit peu acerbe. Donc, j'ai vu les premiers guides à l'époque, on mettait des 8/20. Si la patronne avait mauvaise haleine, c'est normal parce qu'elle mange la cuisine de son mari. J'ai lu des textes comme ça, tu te dis, oulala, ça c'était quand même un petit peu... mais bon, c'était l'époque. Et ils ont commencé comme ça et ils ont bousculé un petit peu la gastronomie aussi, parce que les chefs se rendaient compte que on sortait un petit peu du cliché étoile pas étoile. Et ça a fait des émules qui ont fait que aujourd'hui... Go-Mio, c'est présent aussi dans une vingtaine de pays. Et la grosse différence qu'il y avait par rapport à Michelin, qui reste un guide de restaurant et pas un guide gastronomique selon moi, c'est que chaque restaurant était coté pour sa cuisine. Que chez Michelin, tu as une étoile ou tu n'as pas d'étoile, mais tous ceux qui n'ont pas d'étoile, ce qui est 85% du guide, ils sont cotés 1, 2 ou 3 fourchettes, et les fourchettes, ça cote le cadre. Donc pour moi, Michelin n'est pas un guide gastronomique, puisque 85% des cotes ne portent pas sur l'assiette. Mais bon, ça c'est un autre débat. Bien, on en voit un peu plus, mais c'est aussi une période, tu viens de parler des fondateurs de Go-Mio, où il y a beaucoup aujourd'hui, ce sont des maîtres absolus dans la cuisine, mais c'est à cette époque-là qu'ils sont apparus, qu'ils ont commencé à développer cette fameuse nouvelle cuisine. Oui. Il y a vraiment une génération comme ça qui est apparue. C'est un peu casser tous les codes aussi. Oui, et puis c'était important aussi de dire, mais tiens, voilà, il n'y a pas... c'est pas parce que tu as 30 ans de cuisine, que tu as une notoriété, que tu as ceci, que tu as cela, que tu ne mérites pas d'être mis en avant par un guide, quoi. Et ça, c'était intéressant, c'est de dire, prendre un peu des risques. C'était les débuts, les premiers prémices de la cuisine fusion, c'était les petites touches asiatiques, c'était les gars qui s'engageaient, c'était Gagnère commençait avec justement, tiens, le légume, peut-être qu'on peut faire plus que simplement un légume en décoration, et donc ils ont été parmi les premiers à mettre des gens comme ça en avant, quoi. C'était clairement outsider. Oui. Comment tu y arrives? Petit à petit, tu commences à traduire, tu disais, pour Go-Mio Belgique, qui était naissant à l'époque. Oui. Et puis après, le cheminement. C'est simple, hein, j'avais donc Marc, le directeur à l'époque au téléphone régulièrement, parce qu'il faut encore vite faire ça, il faut encore vite faire ça. Et je dis, mais tu sais Marc, ça me plaît de vous dépanner, de vous aider là-dedans, mais moi à la base, je préférais écrire directement plutôt que traduire.
Et accessoirement, j'aime bien aussi aller manger, donc si je peux aider d'une manière ou d'une autre à ce projet naissant, parce que c'était un projet naissant finalement, sur la Belgique, il m'a dit, bah écoute, bonne idée, viens justement, on a une réunion de comité de rédaction. Et donc on est allé d'abord manger, il m'a fait goûter toute la carte d'un restaurant grec, le Strophilia à l'époque, qui est toujours là d'ailleurs, qui est un très chouette restaurant grec. Et donc j'ai dû analyser toute la carte devant lui et lui expliquer un petit peu comment je lisais une carte, comment je lisais une assiette. C'était ton examen d'entrée? C'était en quelque sorte un examen d'entrée. Et je suis rentré dans le comité de rédaction quelques semaines après. Et puis un an après, on me demandait de prendre la rédaction en chef de guide. Pour la Belgique et Luxembourg. Pour la Belgique et Luxembourg. Chose que j'ai faite jusqu'en 2010, aux côtés de Paul Gelders, qui était le directeur à l'époque. Et puis Paul, malheureusement, est parti vers d'autres missions. Et donc là, on m'a demandé de faire l'intérim. Et j'ai fait l'intérim de 2010 à 2017. Ben, beau petit intérim. Voilà, tout à fait. Comme directeur pour la Belgique et Luxembourg, oui. Ça s'est vraiment mis naturellement, comme ça, en place? Cette direction? Non, que tu as pris le job. Ah ben ça fait fait partie des choses dans lesquelles je me suis très vite investi et pour lesquelles je me suis très vite passionné. Et puis rien à faire, c'est des choses que tu peux pas faire à moitié. C'est autant ces choses-là qui m'ont animé pendant 15 ans, parce que finalement je suis resté 15 ans là-bas. Et c'est pour les mêmes raisons quelque part qu'à un moment donné je suis parti. C'est que je n'arrivais plus à faire les choses comme je voulais et surtout à pouvoir regarder les gens que j'avais appris à apprécier, pour lesquels évidemment quelques dizaines voire plus sont devenus des amis, mais il y avait une relation qui était devenue bizarre. À quel niveau? Quand tu es 95% de ton temps avec des gens de l'Horeca, forcément, cela alimente ton réseau social et donc tes amitiés, tes camaraderies. Mais dans chacune des soirées ou des moments que tu passes avec ces gens-là, il y avait toujours Phil, il est sympa, mais n'oublie pas, c'est le directeur du GoMio, donc fais attention à ce que tu racontes. Et donc on vivait pas à 100% nos bons moments. Avec certains, si, mais il y avait toujours ce frein naturel que je comprends. Je veux dire, c'est logique. Tu as toujours cette petite inquiétude. Et l'Horeca n'est pas facile, et je suis bien placé pour le savoir. Et donc, tu as toujours une part de risque ou d'incertitude qui freinait un petit peu les relations que j'avais avec certains d'entre eux. Et à la fin, ça me pesait parce que je dis, mais moi, j'ai pas envie de vivre toute ma vie avec des relations qui ne sont pas à 100%, quoi. Donc voilà. Et puis il y avait d'autres choses. Je trouvais que j'avais fait mon temps. C'était peut-être temps de laisser la place à d'autres qui allaient sans doute pouvoir faire dans les conditions qui étaient devenues celles qu'on avait, le métier que je voulais faire. Et voilà. Parce que vu que tu l'as fait pendant 15 ans, tu as dû voir une évolution aussi du métier. Oui. Énorme. Oui. Quelle est cette évolution? Elle est multiple. C'est vrai que on a, je parlais tout à l'heure des critiques acerbes et parfois des plumes trempées dans le vitriol que GoMio avait à l'époque, qu'on a très vite d'abord édulcoré, non pas pour faire, je dirais, du fake, mais simplement parce que moi j'avais conscience quand même, pour les côtoyer au quotidien, que derrière chaque restaurant il y a des hommes et des femmes qui doivent vivre et des familles qui sont derrière, quoi. Donc qui étais-je du haut de mes 30 ans pour dire voilà, moi demain je t'assassine un commerce et donc je prive une voire des familles, parce qu'il y a toutes les autres familles qui sont derrière, qui en dépendent. Je prive de leur revenu parce que j'ai décidé d'être un peu assassin par rapport à une critique. Tu pouvais rester, même en descendant quelqu'un d'un point ou de deux, tu pouvais rester dans la bienveillance. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place encore du temps de Paul.
et que j'ai voulu entretenir vraiment dans ma rédaction. Et donc, je suis arrivé chez Gaumillot quand un restaurant perdait les points, on mettait un petit pouce comme ça pour bien montrer aux gens qui perdaient les points. On expliquait dans le texte pourquoi ils perdaient les points et on mettait une cote qui lui retirait 1 ou 2 points. Donc le gars, il se prenait 3 coups de sabot en une fois. Et ça ne paraît qu'une fois par an, donc et pour ça se ne paraît rattraper, voilà, tu dois attendre exactement. À l'époque, c'était juste du papier, il n'y avait pas la version en ligne. Et donc, on a vu des gens dramatiquement meurtris par ça, et tu le comprends très vite. Et donc, tu réagis. Et donc, on a d'abord supprimé ce côté, voilà, parce que... Empereur romain. Empereur romain. Deuxièmement, on a aussi... Parce qu'en fait, on voulait quelque part chercher une justification dans le texte en disant « Voilà pourquoi tu perds des points », alors que ça, il suffisait de lui expliquer en offline et de continuer à faire un texte positif, parce que le gars, il passait de 17 à 16, mais il gardait un 16. 16, c'est quand même une des tops. On est dans le top 300 en Belgique, quoi. Donc, 16 sur 20, c'est magnifique. Donc, le gars, parce qu'il perdait un point, on lui mettait un texte négatif. Aucun intérêt. Moi, quand je lis un guide, c'est ma philosophie du guide, c'était de guider vers, c'est de donner envie d'aller au restaurant, pas de dire n'allez pas là parce qu'il a perdu un point, ça n'avait aucun intérêt. Donc on a travaillé là-dessus et donc on a fait évoluer les textes aussi dans le sens positif en disant même si le gars a perdu un point, il y a personne qui prend un guide de 2017 et un de 2018 l'un à côté de l'autre qui se rend compte que tiens, ce restaurant-là il a perdu un point, c'est con ça. Non, parce que les gens ils cherchent, ils disent tiens, on doit aller demain à Dinan, on doit aller à Beaurain, on doit aller à Tournai, on doit aller à Anvers. Ils ouvrent le guide, ils regardent et boum, ils voient une cote, ils voient un texte et ils ont envie d'aller. Et ça, c'est le but du guide, normalement. Expliquer aux chefs pourquoi ils vont être rétrogradés, c'est quelque chose que tu faisais? Tu leur téléphonais ou tu les voyais en aparté? Alors, tout ce qui était les chefs qui avaient une cote supérieure à 16... Donc sur niveau, quoi. Ouais, si on touchait à la cote, je les prévenais avant. La publication. Avant la sortie du guide. Parce qu'il faut savoir que la sortie du guide, c'est un déjeuner de presse où les journalistes découvrent en avant-première les résultats. Les chefs du top 50 sont là. Et donc, c'est sûr que on a dû un jour retirer des points, que ce soit Yves Matagne, que ce soit Lionel Rigolet, etc. Les mettre en porte-à-faux, se retrouver avec, d'une part, le coup de sabot, et puis, d'autre part, le micro qui est juste tendu derrière en disant « Et qu'est-ce que vous en pensez ?» C'était vraiment pas un cadeau. Donc, je leur annonçais la veille, soit sur place, soit je leur passais un coup de fil en disant « Écoute, voilà, demain, voilà ce qui se passe. » Je prenais rendez-vous dans la foulée et j'allais passer en revue le dossier pour leur expliquer le pourquoi de l'apport de ces points. Mais, effectivement, je le faisais, que ce soit chez les chefs wallons, bruxellois, flamand, luxembourgeois. Ça, je le faisais moi. Parce que j'étais à l'époque le visage de Gaumillot et autant certains se battaient pour être à ma place pour passer devant les caméras quand il y avait des bonnes nouvelles, autant dans ces moments-là, j'allais tout seul et voilà. C'était très bien comme ça. Quel était l'accueil quand tu leur annonçais ça? Ils comprenaient, c'est jamais gay. Ils étaient fâchés évidemment, c'est jamais gay. Ils pouvaient dire je suis dans une mauvaise passe et je comprends pourquoi tu m'as rétrogradé. Au contraire, comment t'as osé? Tu vois, il y a peut-être deux solutions. Bien sûr. Alors d'abord, c'est pas comment tu as osé, parce qu'ils savaient très bien que j'avais mis en place un système où ce n'est pas moi qui donnais les cotes. J'avais un comité de rédaction et j'avais un comité de cotes. Donc j'avais 20 à 25 personnes sur le terrain. C'est clair. Les fameux inspecteurs. Ces gens-là m'envoyaient des rapports. Sur base de ces rapports, on passait en revue les cotes. S'il y avait des cotes qui étaient à changer, on a un comité de 6 personnes avec une parité linguistique qui passait en revue en disant oui, moi j'ai été récemment et je confirme ou pas. Et s'il y avait un doute, et surtout pour des cotes aussi élevées, d'office on renvoyait un des 6 remanger sur place. Pour vérifier si c'est pas juste un mauvais jour. Exactement. Donc voilà. Et puis après, on avait effectivement ce fameux dossier. Et donc je me souviens un jour d'un chef comme ça qui avait une cote très haute en Belgique, à qui j'annonce le truc, donc qui évidemment le prend très mal, et qui me dit écoute, il faut qu'on se voit. Je dis mais pas de souci, c'est prévu, je viens. Et donc je suis allé, et donc j'ai passé en revue le dossier avec lui, avec toutes les observations, etc. Son maître d'hôtel était là, il était là.
Et il était encore un petit peu dans le déni. Il comprenait, mais il comprenait pas. Et puis voilà. Et puis l'avantage qu'on a, c'est que on a, surtout les dernières années, les photos. Et donc quand j'ai commencé à sortir les photos des plats qu'on a eu ce jour-là, il m'a dit bah ouais, là par contre je vais arrêter de me battre parce que vous avez raison. C'était un jour où il n'était pas là, c'était ceci, c'était cela, mais en attendant, il est allé me chercher des photos, des fiches techniques qu'il a en cuisine, en disant voilà, c'est ça que vous auriez dû avoir. Je dis bah écoute, tu as vu ce qu'on a eu? Il dit bah, vous avez raison. Et donc voilà, et donc ça c'est vrai que c'est pas gai parce que de nouveau c'était des gens que j'apprécie toujours, hein, et on se croise encore régulièrement, toujours avec plaisir, mais c'est vrai que ça faisait partie du jeu. Même si j'aime pas appeler ça jeu, parce que c'était quand même un peu plus qu'un jeu, et voilà. Oui, on vient d'en parler brièvement, c'est qui les inspecteurs? C'est monsieur et madame tout le monde. À l'inverse d'autres guides qui veulent absolument que ce soit quelqu'un qui a fait l'école hôtelière, chose que je ne comprends pas, parce que quand tu as fait l'école hôtelière, c'est que tu es passionné par ça, et que donc si tu es bon, ben, normalement tu as un restaurant. Si tu retrouves un inspecteur du Michelin, c'est peut-être qu'il y a autre chose. Et donc ici, moi, ce sont des gens qui sont recrutés sur base justement de leur connaissance du terrain, de leur pratique au quotidien. Et donc j'avais... Comment tu les recrutais? Par le réseautage avec surtout des épicuriens. Donc ce sont des gens... forcément, j'ai un réseau d'épicuriens assez large, mes inspecteurs, que ce soit au nord ou au sud du pays aussi, et donc c'est un peu une forme d'adoubement, quoi. On avait, tiens, tu devrais voir un tel. Moi, je voulais absolument travailler avec des gens qui vont d'office au restaurant 3-4 fois par semaine, qui est Gomio ou pas. La deuxième chose, c'est que c'est des gens qui, de toute façon, n'avaient pas besoin de Gomio pour gagner leur vie, parce que tu ne gagnes pas ta vie en étant inspecteur Gomio. On payait à l'époque le temps que tu passais pour rédiger ton rapport. L'addition, tu la payes de ta poche, okay, et de ta boîte, parce que j'avais beaucoup d'indépendants qui travaillaient avec nous. Mais en aucun cas, tu vas au restaurant en disant je vais gagner ma vie sur mon repas. Ça, c'est impossible. Parce que beaucoup de gens imaginent, notamment dans le monde de l'influence, c'est un peu le job de rêve finalement. Oui, bien sûr. Payer pour aller manger au restaurant, bon, je pense que voilà, non, beaucoup d'appels, mais peu d'élus. C'est ça. Non, c'est simple, hein, je faisais entre 300 et 350 restaurants par an. J'étais payé Toi, pour en faire... Oui, j'étais payé pour en faire 100. Le reste, voilà, j'ai investi une belle voiture sur... Quelques, je crois. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais ceci dit, donc mes inspecteurs, c'était des gens, des hommes, des femmes, des fonctionnaires, des indépendants, j'avais des professeurs, j'avais des médecins, j'avais des journalistes, j'avais de tout. Ils avaient comme instruction d'aller manger, de ne pas aller manger seuls, de ne pas prendre de notes à table, de prendre quelque chose au menu ou à la carte qui soit emblématique de ce que la maison voulait faire partager comme message, et voilà, et puis et surtout de se taire, pas s'annoncer, réserver sous un autre nom, et voilà. Et chaque année, sur les 25, il y en avait un ou deux avec qui j'arrêtais la collaboration chaque année. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas se taire. Il disait dans son entourage ou après un verre ou deux, tiens, je suis... C'est ça. Ok. Et toi, tu apprenais et tu faisais un peu du tri. Voilà, comme je dis, j'avais un bon réseau. Ok. À quoi ça ressemble une journée d'un inspecteur, ou ta journée, parce que tu étais aussi inspecteur finalement? Oui, alors moi... toi, tu étais connu visuellement, oui, parce que tu étais un visage médiatique à l'époque. Donc, quand un restaurateur te voyait arriver, soit il avait un peu peur, soit il était content, selon. Alors, on me voyait rarement arriver. Donc, la première chose, c'est qu'effectivement, je réservais toujours sur un autre nom. C'était quoi tes noms de... Ah, j'utilisais souvent le nom de ma mère, qui, elle, à l'inverse, utilisait le mien. Comme ça, quand on lui demandait, vous êtes de la famille? Oui, c'est mon fils. Alors, elle avait droit à son petit apéro, elle était contente. Tu viens de trahir sa couverture. Oui, tout à fait. C'est un peu comme les espions, donc je t'ai eu. Hein, bon, voilà. Mais c'est vrai ma maman, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que ma maman,
dans les restos autour de chez elle. Voilà, elle réservait toujours sous le nom de Limbourg, ce qui est normal, parce que c'est son nom de femme mariée. Et donc, évidemment, de temps en temps, quand elle avait la joie, donc on lui pose la question, c'est mon fils. Et donc voilà. Mais sinon, moi, je réservais toujours sous un autre nom. Et alors, c'est comique parce que même à la fin de ma carrière, chez Gaumillot, je me souviens d'un des derniers dîners où j'ai été mangé, c'était chez un chef qui avait 2 étoiles, qui me connaît très bien. Il n'y en a pas beaucoup en Belgique en même temps, une dizaine, je pense. Hein. Oui. Et je mange là, et je mangeais avec quelqu'un d'autre qui avait réservé. Et donc, on a eu un repas. Le chef avait 2 cartes, une carte très classique et une carte plus contemporaine. Et il nous a fait tous ces grands classiques. C'était magnifique, on a passé un super moment. Et à la fin du repas, il est sorti de cuisine. Et il a vu que j'étais là. Il a engueulé son équipe en disant, mais c'est pas possible, il n'y en a pas un de vous qui était capable de me dire que Philippe Limbourg était là, quoi. Je dis, mais ça change rien, hein. J'ai passé un très bon... Oui, mais enfin bon, je sais bien que tu préfères. Mais je dis, mais non, moi je préfère rien du tout, moi. J'ai passé un très bon moment, etc. Mais donc, c'est pour dire que le chef est dans sa cuisine et le personnel de salle, voilà, on fait... Je me faisais la réflexion ce matin. Ici, on a ouvert il y a 5 mois. On fait 150 couverts par jour. Ça fait quelques milliers de têtes sur quelques mois. Hein. Il faut être très physionomiste. Effectivement. Et donc, ouais, se dire, tiens, je reconnais, parce qu'il y a des habitués, des machins qui s'offusquent que tu les reconnais pas. Mais non, ça fait... Et donc, effectivement, la salle... et donc, passer incognito pour quelqu'un dans un restaurant, c'est très facile. Tu viens de le dire, tu viens d'ouvrir depuis 5 mois. Si demain, je sais pas, un restaurant s'ouvre, à partir de combien de temps il risque de voir arriver un inspecteur, une inspectrice ? Est-ce qu'il y a une sorte de veille qui se fait dans le milieu ou... Oui, alors ce sera beaucoup plus facile chez certains guides que d'autres. Hein. Quand t'en as 25 ou t'en as 3 sur la Belgique, c'est pas la même chose. Mais oui, il y a bien sûr, aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, c'est plus facile qu'hier. Et donc, il y a des restaurants où ça va aller plus vite pour qu'ils aient une visite. Maintenant, est-ce que pour autant ils seront adoubés ou bas, ça c'est autre chose, quoi. Ça peut aller vite. Tu as vu des fois des carrières fulgurantes comme ça, du jeune prodige qui arrive et qui casse tout? Alors, jeune prodige qui casse tout, oui, il y a des gars qui font parler très vite d'eux. Maintenant, il y a aussi des adresses. Et ça, de nouveau, désolé, mais c'est le guide rouge aujourd'hui. Il fonctionne beaucoup au buzz parce qu'ils n'ont pas les capacités ni les moyens d'être crédibles sur le terrain en étant partout. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont choper des adresses tendances et ils font faire x3 le buzz en disant, regardez, c'est nous qui avons créé le buzz, alors que le buzz existait déjà. Mais voilà. C'est nous qui l'avons découvert. Voilà, tout à fait. Donc, le côté plus éditorial, plus journalistique finalement. Tout à fait. Okay. Tu viens d'en parler très brièvement, mais l'avènement des réseaux sociaux, c'est un peu quand tu travaillais, tu as vu ça apparaître. Tout à fait. Pour de pire et pour de meilleur. Ouais, complètement. Qu'est-ce que ça a tout changé en fait, ça a tout redessiné? Oui, alors du jour au lendemain, tout le monde est venu critique gastronomique. Hein. Le gars qui avait regardé Top Chef la veille, le lendemain, il allait et il commentait en direct avec une vidéo sur les réseaux sociaux et voilà. Et c'est malin, c'est coquin, c'est gourmand. Et puis voilà. Et puis ça, je crois que ça a fait du tort aussi à pas mal de restaurateurs parce que il y a des gars qui avaient une cuisine authentique qui plaît à toute une série de personnes, mais qui plaît moins à d'autres. Et suivant que le gars était un peu influent sur les réseaux sociaux ou pas, ben tu peux vite faire mal, quoi. Et je parlais tout à l'heure de la bienveillance et des choses qu'on avait mis en place nous pour édulcorer un petit peu et rendre nos écrits et nos critiques plus objectives et moins assassines dans certains cas.
Réseaux sociaux, il y a zéro filtre. Hein. Oui, c'est open bar, c'est le cas de dire. Voilà, tout à fait. Et tu as dû voir des fois des espèces de cabales comme ça, totalement injustifiées. Peut-être même des trucs entre des concurrents et tout ça qui veulent se tirer dans les pattes. Oui, et puis le problème, c'est que sur les réseaux sociaux ou même sur les cotes en ligne, tu prends des TripAdvisor ou des Google, il y a tout à fait moyen de tricher. Et ça... C'est un truc qui se fait beaucoup dans le milieu, c'est une légende urbaine. Alors, c'est pas une légende urbaine, je vais te donner un cas concret. À l'époque où j'étais encore chez Gomio, un jour, mon téléphone sonne en disant, voilà, Monsieur Limbourg, votre guide, c'est du n'importe quoi. Je dis, ah, écoutez, c'est possible. Oui. Je dis, mais sur quelle base vous me dites ça? Oui, je suis restaurateur et écoutez, comment voulez-vous avoir de la crédibilité alors que je suis le restaurant le mieux coté de Bruxelles sur TripAdvisor, je suis numéro 1 et je ne suis même pas dans votre guide. Je dis, ah bah écoutez, je suis désolé, je dis, écoutez, on essaie d'être sur le terrain tout le temps, peut-être que ça nous a échappé, vous venez d'ouvrir, bah non, j'existe depuis 25 ans, je dis, ah, je suis désolé, mais dites-moi quel est le nom de ce restaurant que... Et puis il me dit le nom du restaurant, je n'avais jamais entendu parler de ce restaurant, donc voilà, j'étais un peu surpris, mais ça peut arriver, parce que tu peux toujours passer à côté d'une pépite, voilà. Et pendant qu'il parle, je vais voir le site du restaurant, et je vais voir surtout sa fiche TripAdvisor. Et puis il parle, oui, et je fais tout moi-même, et ceci, et cela, enfin bref. Et puis je l'interromps, je dis, mais monsieur, votre restaurant, il est en face de l'ambassade de France ? Et là, il dit, mais c'est quoi cette question? Qu'est-ce que ça a à voir? Je dis, bah écoutez, je me pose la question parce que je vois effectivement que vous êtes très très bien coté, mais si je lis les 500 premiers commentaires, ce sont tous des gens de Lyon, de Grenoble, de Strasbourg. Ce ne seraient pas des faux commentaires postés depuis Madagascar, depuis une boîte qui vous fait payer les commentaires. Clac, fin de la discussion. D'accord. Parce que c'est ça aussi. Il y a à l'époque des boîtes qui surfaient là-dessus et donc qui venaient démarcher un restaurant en disant, voilà, hein, vous venez d'ouvrir un restaurant, vous avez besoin d'un petit peu de coup de boost. Donc, pour 250 € par mois, on vous met 25 commentaires positifs. Et surtout, vous nous identifiez 3 concurrents directs qui vous font un peu de l'ombre et on va mettre des commentaires négatifs sur eux. Ça existe aussi. Bienvenue sur les réseaux sociaux. Le nombre de fans, d'abonnés qu'on peut faire aussi. C'est exactement. Une pratique, je pense, malheureusement assez courante, bien dit. Voilà, tout à fait. Raconte la forme avec le fond. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un chef qui veut s'établir pour, je sais pas, le truc à faire, tout simplement? Avec tout ce que tu as vu, connu, vécu. Bah, je pense qu'aujourd'hui, il faut commencer petit, pas voir trop grand. Une guitare, voilà. 4 personnes. Parce que la clé d'un restaurant aujourd'hui, c'est qu'un restaurant, c'est pas juste un chef. C'est une expérience, et une expérience, elle passe par l'ensemble des collaborateurs. Au plus tu as de collaborateurs, au plus ton expérience, elle est fragile. Et donc, il faut construire. Et il faut y aller crescendo, parce que dans les collaborateurs, il y a de l'humain. Chaque être humain a des étapes dans sa vie, des épreuves aussi. Et donc, même si quelqu'un se sent bien avec toi, est épanoui, est professionnel et contribue de manière positive à ton équipe et à ton restaurant, tu sais pas de quoi est fait demain pour lui. Et donc, tous ces lui et elle autour de toi, ça fait partie de ce dont ton restaurant dépend. Tu peux être le meilleur cuisinier du monde, si tu as un gars en salle qui jette les assiettes à la gueule des clients, ça n'ira jamais. Une grosse résilience au niveau du personnel. Exactement. Pourquoi tu as arrêté Gomio? Alors, je te dis, ça faisait 15 ans. J'étais arrivé à un stade où j'étais d'abord extrêmement fatigué, parce que c'est quand même énormément de pression, en interne comme en externe. Hein, un Wallon qui dirige un guide qui est, on doit le dire, hein, l'actionnariat et la direction sont 100% flamands. Même si je n'ai jamais eu de problème direct avec mes collègues et mes administrateurs et mes actionnaires, mais autour d'eux, il y a énormément de gens qui considèrent que c'est pas normal qu'un Wallon dirige ça pendant autant de temps. Et puis, c'est quand même bien belge, parce que beaucoup de Français écoutent Raconte. Je voudrais dire que sur YouTube, il y a 60-40, donc 60% de Français. Okay.
Voilà, nos amis français, c'est un problème très très belge. C'est ça, exactement. Francophones et néerlandophones. Mais indépendamment de ça, on a beaucoup de pression aussi de la part des restaurateurs qui s'attendent, et c'est normal. Tu leur demandes d'être au top, à toi d'être au top aussi. Mais bon, comme je te dis, voilà, t'as 1800, 2000, 2500 adresses dans le guide, t'as 25 inspecteurs, t'as beau faire ce que tu veux, il y a un moment donné où on sait pas faire de miracle. Donc voilà. Parce qu'à titre personnel, tu disais 300 restaurants par an. Oui, ça c'était le minimum, oui. Le minimum. Oui. Donc tu en fais un par jour, en fait. Oui, parce que, surtout en période de clôture, parce que tu me donnais une journée type, en période de clôture, c'est-à-dire les 3 derniers mois de l'année. Pour nous, l'année se terminait en termes de rédaction fin septembre. On allait en impression en octobre pour sortir au mois de novembre. Et donc, juillet, août, septembre, moi, c'était 3 mois où je rédigeais jour et nuit, avec ce que je rédigeais mon 75% des textes, avec Julie, ma collègue de l'époque qui est devenue ma compagne aujourd'hui. Et donc, à deux, il arrivait très régulièrement qu'on soit en pleine rédaction et que je lui dise, mais c'est pas possible, cette adresse n'a à nouveau pas été inspectée. Pardon. Et donc, on prenait la voiture, on se tapait 2 heures de route, elle avec le PC sur les genoux, je conduisais, je dictais, elle écrivait, on allait manger, et puis 2 heures de retour. Et on avait été voir une adresse qui n'avait pas vue depuis 2 ans parce que on n'avait pas d'inspecteur qui avait l'occasion d'aller cette année-là. Alors ce sont des cas rares, mais ça arrivait quand même, chaque année. Et donc ça plus le reste, ça faisait des belles journées. C'est un sport de combat en fait, la gastronomie. Oui. À ce niveau-là. Mais comment on tient le coup pour faire ça? Parce qu'il faut quand même. Ah mais c'est une drogue, hein. Manger, puis c'est aussi, une drogue, hein. Chaque fois. Alors, heureusement, je n'avais pas d'autres drogues. Je ne buvais pas, enfin, je ne fumais pas et je ne prenais pas d'autres, ni poudre et autres. Et c'est juste la passion qui m'animait chaque jour, quoi. Ouais. Parce que j'imagine, après, tu restais à discuter avec les gens, avec Bien les sûr. chefs. Donc ça pouvait durer. Oui, mais c'est ça qui est enrichissant. C'est la seule chose sur laquelle je me suis enrichi, c'est des rencontres. On vient d'en parler, tout ce qui est guide, réseaux sociaux, guide surtout des sites comme TripAdvisor et ce genre de choses. Est-ce qu'il y aurait une solution pour contrer à ça et toutes ces dérives? Parce que ça peut faire des drames, tu l'as dit, effectivement, de ceux qui vont un peu tricher, ou au contraire de ceux qui vont se faire dézinguer pour une raison X ou Y, pas forcément juste. Est-ce que toi, tu as vu peut-être des embryons de solutions par rapport à ce genre de problème, entre guillemets? C'est compliqué. Peut-être qu'un jour l'intelligence artificielle trouvera la solution, mais tant qu'il y aura l'humain pour juger et pour être jugé, ça va être compliqué. Mais Et je n'ai pas la solution, et pourtant j'ai cherché parce que j'ai 2 amis proches qui étaient des chefs qui ne sont plus là aujourd'hui, en partie à cause de justement ces systèmes de jugement, et il n'y a rien à faire. Ça fait effectivement des drames, mais j'ai pas la réponse à comment éviter ça. Quand tu dis plus là, ça veut dire qu'ils sont... Ils sont morts, tous les 2. À cause de ça? Oui. Ça va jusque-là? Ben oui. C'était un suicide? Un des 2, oui, et l'autre, c'est vraiment... à force de se bouffer et de stress et de machin, la santé est partie en l'air et ça a suivi. De se battre. Peut-être pour repartir sur un truc plus actuel dont on n'arrête pas de parler ces jours-ci, en début 2025, l'intelligence artificielle. Est-ce que tu vois qu'il y a des débouchés, des applications dans le monde de l'Horeca, qui est un métier a fortiori manuel? Est-ce que tu vois des trucs qui peuvent être faits en IA d'une façon ou d'une autre et qui pourront être faits? Je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être utiles. Ça va de la technologie dans les fours, par exemple, pour aider les chefs à programmer certaines choses. Ça va de tout ce qui est normes HACCP, mettre en place des plans d'hygiène. Ça va de aider les jeunes qui se lancent à penser à toutes les étapes du lancement d'un restaurant. Ça la composition des recettes, tout ce qui est allergène, dire voilà la liste de mes recettes, trouve-moi les allergènes,
Typiquement, ça c'est le genre de choses dans lequel ChatGPT s'en sort pas trop mal. Oui, il y a plein de choses qui sont là. Maintenant, rien à faire. Hein. ChatGPT, ça peut te créer du contenu, ça peut te créer du visuel, mais ça te créera jamais un plat. Hein. Donc, on a encore un peu le temps. Et heureusement, parce qu'il faut goûter quand même. Je suis régulièrement jury dans les concours et généralement ceux qui gagnent, c'est ceux qui goûtent en cours de réalisation, pas ceux qui appliquent mécaniquement, comme le ferait une intelligence artificielle, un process, quoi. Est-ce que c'est pas une chance de redorer un peu tous ces métiers plutôt manuels par rapport à des métiers intellectuels qui sont plus menacés par l'IA? Je pense que comme tous les métiers, c'est si tu es passionné et que tu arrives à tirer le meilleur et aller chercher justement ce qui va faire la différence, il y a l'avenir pour tout le monde. Mais c'est sûr que on le voit, je le vois tous les jours au restaurant, les gens ont besoin qu'un restaurant soit autre chose que juste une adresse où on vient manger, quoi. C'est la fameuse expérience dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. L'expérience totale qui est aussi dans le lieu, dans l'accueil, dans le rapport humain avec le personnel. Bien sûr. C'est le terme humain n'a jamais eu autant de sens dans l'Horeca qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Et il faudrait qu'un jour on le comprenne en haut, parce que au niveau politique, on n'est pas aidé. Et pourtant, Dieu sait si on a une plus-value énorme sur l'humain ici. L'Horeca est quand même le premier pourvoyeur d'emploi en Belgique. Et ça ne va pas s'arrêter si on veut continuer à avoir la qualité qu'on a. Et je le dis, et je le redis, et ça fait 20 ans que je le dis, et déjà à l'époque du Gomio, on a 11 millions d'habitants. Trouve-moi un pays dans le monde où, pour 11 millions d'habitants, on a autant de bonnes adresses différentes, qualitatives, tout niveau confondu, que ce soit la cuisine française, cuisine internationale, la bistronomie. On a un niveau moyen qui est un des meilleurs du monde. Et ça, il n'y a rien à faire. Il serait temps qu'on s'en rende compte du côté des politiques et qu'on aide un peu les gens à investir là-dedans et à pérenniser cette qualité qui est là et pour laquelle il y a plein de jeunes aussi qui ne demandent qu'à venir bosser, pour autant qu'ils soient rémunérés comme il faut et qu'ils soient aidés à entreprendre. Ce qui, quand on voit malheureusement le nombre de fermetures et autres aujourd'hui, oui. Après, il faut être cohérent aussi. Je pense que on a parfois un peu trop aussi laissé ouvrir tout et n'importe qui. C'est pas parce que j'aime bien faire des gaufres dans la cuisine de maman que demain je dois pouvoir ouvrir un restaurant et engager du monde et convaincre mon oncle d'investir 500 000 euros dans un bâtiment et dire que ça va aller tout seul parce que j'ai un cousin qui fait de la bière et moi j'aime bien faire des gaufres, quoi. Ça va pas aller comme ça. Tu veux dire il faut autre chose. Du professionnalisme, se former. Il faut un cadre. Ouais. Ces dernières années aussi, pendant que tu étais au guide, on a vu l'avènement de beaucoup d'émissions de cuisine. Pourtant, c'est un concept télévisuel assez ancien. Ça marche à crever, ça continue de marcher. Il y a des saisons et des saisons et des saisons. Est-ce que ça a été une plus-value pour le milieu de la restauration ou au contraire, tout le monde est devenu guide? Là, je pense que là, on a touché le fond avec la dernière annonce Top Chef Michelin. Mais quand tu me dis que ça marche de mieux en mieux, je suis pas sûr. Je pense qu'en d'audimat, les saisons Top Chef aujourd'hui, proportionnellement au nombre de téléspectateurs, je suis pas sûr que ce soit top par rapport au début. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ceux qui regardent, je suis pas sûr non plus que ce soit ceux qui remplissent vraiment les restaurants. C'est un paradoxe d'ailleurs. Ouais, exactement. Et troisièmement, je vais te dire que le restaurant qui marche le mieux en Belgique, c'est Lunch Garden, qui vient de faire faillite en partie. Ça résume pas mal de choses aussi. La tendance aussi de l'époque à laquelle où tu étais, c'est la bistronomie. On a vu ça apparaître, après on a eu plein de mouvements, etc. Ça serait quoi la future tendance que tu vois, vu qu'on a un peu la bistronomie, on est bien dedans? Est-ce que tu vois déjà les prémices de quelque chose d'autre qui pourra apparaître demain? Ou qui est en train d'apparaître déjà? On va, je crois on va continuer, et heureusement, à chercher l'excellence
Parce que quand je vois des adresses comme on est en Belgique, que ce soit Eliane qui vient d'ouvrir à Bruxelles, Bourry, Zilt, mais aussi dans un autre style, mais que ce soit Pierre à l'eau vive, Clément à la Grappe d'Or ou Arabelle, ou Mario au cours de chasse qui au fin fond d'une province de Luxembourg arrive à faire des trucs extraordinaires. On se dit mais il y a des adresses comme ça où on va pouvoir continuer à dire allez, c'est chouette, se faire plaisir et prendre une claque de A à Z avec les mises en bouche, l'élégance, le raffinement et puis le plaisir à tabler. Et puis, mais à l'inverse, il faut aussi des adresses qui sont en train de fleurir à gauche à droite sur le côté convivial et où on va pas sans réfléchir, mais on dit on réfléchit pas à comment on s'habille, on réfléchit pas à comment on va être accueilli, on réfléchit pas si ça va être bruyant ou pas. On sait qu'on va passer un bon moment. On va peut-être sympathiser la table de gauche, peut-être la table de droite. Et puis surtout, dans l'assiette, on va avoir autant de la Madeleine de Proust, hein, des bons classiques, et autant une petite découverte au milieu. Et puis qualitativement, ça va être un bon moment avec le petit vin sympa qui vient derrière. Et puis on reviendra en disant c'est quand on y retourne, parce que c'est ça aussi donner l'envie de revenir. Ça c'est je trouve le métier numéro 1 de restaurateur, c'est donner envie de revenir et pas donner envie de dire tiens je te fous une claque et puis voilà quoi. Entre les lignes, on comprend une certaine simplicité finalement. Mais c'est aussi. Je dirais que c'est que chacun retrouve certaines zones de confort au restaurant quoi. On aime être bousculé dans les zones de confort, dans la découverte, etc. Mais il faut quand même des bases qui donnent justement cette envie de dire on était bien. On était bien et c'est quand on y revient, quoi. Tu comprends les chefs qui refusent une étoile ou une cotation trop importante pour ne pas avoir trop de pression, devoir changer leurs équipes ou tout un tas d'autres critères? Alors, je connais pas de chef qui ait dit tiens, je ne veux pas un 19 sur 20 au Gomio. J'en ai jamais entendu. Souvent d'étoiles. Je sais qu'ils les aiment pas trop, mais oui, voilà. L'exemple. Mais de nouveau, aujourd'hui, qu'est-ce que l'étoile représente aujourd'hui? À partir du moment où on la donne à un gars qui est sorti des études depuis 6 mois et qui gagne une émission de télévision, je ne sais pas quel message. Ça te choque? Oui, complètement. Pour moi, ça c'est jeter tout le travail qui a été fait par Michelin pendant des années. Je respecte quand même Michelin parce qu'ils ont quand même fait beaucoup de choses pour la gastronomie. Je suis pas du tout d'accord avec les choix qu'ils font ces dernières années, que ce soit en termes de manière de travailler, que ce soit en termes de symboles, dont celui de justement associer Top Chef à Michelin. Ça, je trouve que c'est suicidaire. C'est désacralisé ou... Complètement. C'est plus que désacralisé. C'est cracher sur les chefs à qui vous avez dit en entretien, vous savez, on peut pas vous donner l'étoile de cette année parce que une étoile, c'est des années de stabilité, d'inspection et de validation par des inspecteurs multiples, parce que vous comprenez, une étoile, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis là, le gars, en 3 mois, il décroche une étoile alors qu'il sort de l'école. Je ne dis pas que ce sera le cas, je ne connais pas les résultats de cette année. Mais franchement, c'est une honte par rapport à tous ces chefs qui ont pleuré au sortir d'un entretien avec Michelin parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on ne leur donnait pas l'étoile ou bien parce qu'on leur retirait. Non, je ne suis pas d'accord. Enfin, je n'ai pas à être d'accord ou pas d'accord. Je ne suis pas le guide Michelin. C'est leur choix. Bon, c'est clair que le gars qui dirige Michelin depuis quelques années, c'est quelqu'un qui vient du marketing et qui fait du marketing. Hein, il joue au foot avec les chefs, c'est très bien, mais je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'on garde la crédibilité des chefs qui sont tous les jours dans leur cuisine à 8h du matin, quoi. Un peu plus loin de nous et encore pas si loin que ça, on mangera quoi en 2050? J'espère tout sauf de la poudre.
Et j'espère surtout que ce soit quelque chose dans lequel on aura toujours du plaisir. C'est-à-dire que le repas restera un moment de plaisir et pas un moment pur logistique. Et à contrario de juste se nourrir, le souvenir de le meilleur souvenir de repas que tu as, c'est quoi? C'est compliqué parce que j'ai plein de bons souvenirs à table, donc voilà, mais... Il n'y en a pas un qui dépasse les autres? J'ai un souvenir d'une après-midi chez Kiki d'Acosta. Donc on est à Dénia, en Espagne, où tout était de A à Z, tout était magnifique. J'étais avec 2 copains et de nouveau c'est comique parce que c'est un restaurant que j'avais déjà fait 1 an avant, où j'étais arrivé, j'étais pas en forme. Tu veux dire que tu étais fatigué? J'étais fatigué, oui, j'étais un peu malade et j'avais pas apprécié outre mesure le repas. J'avais pas mal mangé, mais voilà. Et surtout, le maître d'hôtel n'était pas là. Donc c'était le sommelier qui faisait tout en espagnol, forcément, qui nous avait accueillis. Il y avait un gars à table qui parlait espagnol, donc tout était passé par lui dans l'échange avec le service. Et voilà, on était sortis de là un peu frustrés en disant bon voilà, on nous annonce ça comme un des meilleurs restaurants du monde et voilà. Et la fois d'après quand j'y retournais, Didier, le maître d'hôtel qui était à moitié français, moitié espagnol, était là. Je l'avais rencontré par ailleurs à un événement à l'Air du Temps. Et du coup, on avait eu un vrai échange et de nouveau une vraie expérience. Et là, et là c'est paradoxal parce que le chef ce midi-là n'était pas là. C'était son second qui faisait à manger. Et la dimension qu'a pris ce repas avec justement cet échange et Didier et le sommelier qui entre-temps a compris qu'il devait parler un peu français. Enfin, c'était un tout. Et en fait, j'ai eu le pire et le meilleur du restaurant, alors que les conditions n'étaient pas forcément réunies, comme on peut s'attendre, puisque de nouveau le chef n'était pas là ce jour-là. Mais pour moi, c'est un des meilleurs après-midi que j'ai passé au restaurant. C'était là. Depuis qu'on a commencé cette interview, tu n'as toujours pas trouvé une prochaine carrière? C'est un peu la première question. Non? Non, parce que j'ai pas encore trouvé de pole dance suffisamment solide pour ma carrière là-dedans. Et plus sérieusement, non, je pense que là, je suis parti pour un certain temps sur le projet dans lequel je suis. Enfin, 2, puisque j'en ai un autre à côté dont on n'a pas parlé sur les crèmes végétales, qui m'anime quand même pas mal la nuit et les autres jours du restaurant. Mais si, je crois qu'un jour, on terminera avec madame avec un gîte ou une chambre d'hôte dans le sud de la France. Ouais. Pas mal, belle perspective. Il me reste ces 2 dernières questions à te poser qui sont les mêmes pour tout le monde. S'il fallait mettre une BO, une bande originale sur ta vie, si ta vie était un film, tu prendrais quoi comme musique? Là, il va falloir que je réfléchisse, parce que là... C'est toujours une question, il y a des gens qui le savent automatiquement et d'autres qui réfléchissent pendant 3 minutes. Non, ça, je ne veux pas savoir répondre comme ça. Mais écoute, je vais te poser la suivante, qui est la dernière, et puis si entre-temps tu trouves, tu nous dis. Ça va? Ah oui, mais si... peut-être bien quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. Pourquoi? Parce que c'est la principale richesse que j'ai à partager. Pas mal. Et la toute dernière question, qui est la même pour tout le monde, qui tu voudrais inviter dans Raconte à ta place, pour en savoir un peu plus sur cette personne? Quelqu'un que tu connais ou non, hein, et dans tous les milieux. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a des gens dont tu sais qu'ils n'aiment pas parler de leur vie privée, donc ça ne sert à rien parce que c'est quand même fort orienté sur le parcours plus que sur la carrière, donc voilà. Mais une personne avec qui j'aimerais bien peut-être faire
Parce on a beaucoup vu dans les médias, mais de manière toujours focus sur son évolution. C'est Violaine qui vient de terminer le Vendée Globe. Parce que c'est une nana, je trouve, qui est... bon, elle a très bien géré sa communication, mais elle a, je trouve, réalisé quelque chose d'assez exceptionnel. Et de voir comment une nana comme ça arrive là où elle est. Comment elle se prépare, comment elle vit ça, parce que bon, elle a aussi une famille, etc. Donc moi, ça m'a un petit peu scotché et je me suis pris au jeu de la suivre, effectivement. Mais j'avoue que j'ai jamais creusé de savoir qui était derrière elle, derrière sa performance qu'on aimait bien suivre tous les jours sur les réseaux. Tiens, qui c'est vraiment? Oui, ça peut être intéressant d'avoir un entretien personnel avec cette personne. Ouais. Eh bien, c'est noté. Voilà. Merci Philippe Sainbourg. Merci à vous.